Mais je suis sûr que cet enthousiasme va aussi animer l'intervention d'Aline Girard, que j'ai le plaisir de vous présenter, et qui est donc directrice du département de la coopération de la BNF, Bibliothèque nationale de France. Elle a la charge de la coopération nationale du catalogue Gallica, très connu, qui est la merveilleuse bibliothèque numérique de la BNF. Chère Aline, vous avez la parole sur un sujet, là encore, enthousiasmant. La diffusion universelle des savoirs, le patrimoine numérique au service des citoyens. C'est un appel qui est dans la dynamique de notre matinée, car n'oublions pas, je n'abuse pas du temps, les deux thèses qui portent notre honneur républicain. Il est de l'intérêt de la vérité d'être recherché par le plus grand nombre possible d'esprits libres. Les lumières n'arrêtent pas de dire cela. Les lumières politiques gagnent à l'augmentation tendancielle, première intervention, du niveau général, des lumières générales. Ça fait du bien de pouvoir le dire sans se faire taper dessus et traiter de réac, élitis, faillot, fils de prof, bouffon. Chère Aline, vous avez la parole avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Ma présentation va être dans un tout autre registre, puisque je vais vous parler de collections, mais de collections patrimoniales, de collections nationales, le patrimoine d'hier et d'aujourd'hui au service des citoyens, mais aussi au service des médiateurs. Donc une présentation illustrée qui est divisée en 4 parties. Et pour commencer, comme Charles Coutel, je vais faire un petit retour en arrière. En revenant donc à l'histoire des bibliothèques qui jouent depuis des siècles un rôle essentiel dans la diffusion du savoir. Mais pendant longtemps, elles ont diffusé un savoir réservé à une élite sociale ou religieuse. La confiscation des biens du clergé, de l'aristocratie et des institutions d'Ancien Régime par la Révolution française a permis un transfert des fonds dans des collections publiques. Et les décrets de 1792 et 1794, sous l'influence de l'abbé Grégoire, à l'origine de la notion de patrimoine national, placent les bibliothèques et tous les autres monuments des sciences et des arts appartenant à la nation sous la responsabilité de tous les bons citoyens. L'ouverture à Paris et en province de grandes bibliothèques d'études encyclopédiques, Sainte-Geneviève et la bibliothèque d'Amiens, a mis le savoir du monde à portée de main de tous ceux qui étaient suffisamment éduqués et favorisés socialement pour prendre possession de la connaissance enfermée dans les livres. Par ailleurs, à côté des cabinets de lecture privés payants qui se sont parallèlement développés, le XIXe siècle, sur la voie du progrès social, a également créé des bibliothèques populaires, au rôle éducatif fortement affirmé. La fréquentation de ces bibliothèques, ouvertes en soirée après l'école et le travail, le jeudi et le dimanche matin pour détourner les citoyens du chemin de la messe, favorisait alors la construction de l'individu, tout comme le permettait l'école libre, gratuite et obligatoire. La bibliothèque publique a longtemps été considérée comme une annexe de l'école, et elle a dû prendre ses distances par rapport à celle-ci pour exister en tant que telle, et affirmer ses principes. Un accès libre et gratuit pour tous les citoyens à un savoir encyclopédique, à travers une collection soigneusement constituée par des bibliothécaires, classée et renouvelée. Incontestablement, la bibliothèque a été au XIXe siècle un des piliers de la République et de la laïcité. Il faut oublier quelques épisodes de dérive où le pouvoir politique ou religieux a censuré, a voulu orienter la construction des collections pour répondre à des objectifs partisans, réactionnaires ou sectaires. La mission de la bibliothèque est d'enrichir la connaissance, de développer l'esprit critique, d'accompagner l'évolution de l'individu, d'équiper la pensée. Et par ailleurs, il a toujours été évident qu'hier devait éclairer aujourd'hui les ouvrages du passé constituant la toile de fond du savoir récent.
Le numérique, quant à lui, joue depuis quelques décennies seulement un rôle essentiel dans la diffusion des savoirs. Le savoir du monde n'est plus dans les bibliothèques, il est sur le web. Du moins le croit-on. On entend souvent dire en effet que les bibliothèques ont perdu toute utilité puisque le web donne accès à toute l'information. Tout de suite, partout. Étendue de l'information, immédiateté, disponibilité planétaire. Il n'y a plus de limite ni d'entrave, pas plus spatiale que temporelle. Mais il n'y a plus de sélection non plus. Plus d'accompagnement des individus face à l'océan d'informations qui s'offre à eux, non triés, non classés, non hiérarchisés, non vérifiés. Ils sont seuls et démunis et ils ne le savent pas. Les dangers sont grands donc, mais les opportunités le sont aussi. Comment ne pas considérer que cette disponibilité de l'information est une extraordinaire aubaine pour qui veut s'ouvrir sur le monde? Contenu infini, liens multiples entre les ressources numériques et dialogue entre les individus connectés. Quelle place les bibliothèques peuvent-elles encore jouer dans cet univers de l'information 2.0 et du savoir virtuel? Peut-on refonder un humanisme critique dans l'infosphère numérique, selon les termes de Bruno Béchimon? Un patrimoine numérique au service des citoyens, incontestablement, Gallica remplit ce rôle. Il est un domaine où les bibliothèques ont un rôle majeur à jouer. À côté du flux d'informations, il leur revient de créer un patrimoine numérique et de le mettre à la disposition des citoyens pour permettre le retour aux sources et pour les éclairer à une époque où le présent n'a plus de passé, où l'obscurantisme veut éteindre certaines lumières et où l'on veut faire croire que tout se vaut. La BNF, depuis plus de 20 ans, crée le patrimoine numérique national, seul dans un premier temps, aujourd'hui avec de très nombreux partenaires, de très nombreuses bibliothèques partenaires, et elle le diffuse dans Gallica. Des principes universalistes ont guidé la création de Gallica, bibliothèque numérique patrimoniale au service des citoyens. Vous avez ici une des pages d'accueil de Gallica avec une très très belle carte géologique. Le projet de la nouvelle Bibliothèque nationale de France a été novateur puisqu'il crée une bibliothèque hybride, physique et numérique. Vous vous souviendrez peut-être de cette formule de Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand, alors président de la République. Il s'agissait de concevoir une très grande bibliothèque d'un genre entièrement nouveau. Gallica a été la principale concrétisation de cette politique innovante. Conçue dans la perspective de créer une bibliothèque de l'honnête homme, encyclopédique et raisonnée, Gallica a ouvert en 1997 avec 20 000 titres et avec un objectif de 100 000 titres. Des éditions consacrées par la postérité dans toutes les disciplines, des textes présentant les contextes culturels et scientifiques des grandes œuvres, des documents connexes pour l'étude et la recherche comme les périodiques ou les ouvrages de référence. En 2004, coup de tonnerre, Google défie l'Europe. C'est le titre du livre de Jean-Noël Jeannet, alors président de la BNF, qui met en garde contre les risques d'un quasi-monopole consenti à une entreprise commerciale tentée par les vertiges de la puissance. Il réagit à l'intention affichée par Google de numériser 15 millions de livres en 6 ans. Ce fut un choc stimulant. La première réaction devant cette perspective gigantesque pouvait être de pure et simple jubilation. Pouvait en effet se réaliser le vieux rêve messianique, tous les savoirs du monde accessibles gratuitement sur la planète entière. Donc a priori une égalité de chance pour tous, notamment au pays des pays pauvres et des populations défavorisées. Mais s'est très vite posée la question de l'indépendance et de la souveraineté culturelle. Soutenue par le président de la République, Jacques Chirac, la BNF se lance alors dans la numérisation de masse de ses collections patrimoniales et porte le projet Europeana, dans l'esprit peut-être de Victor Hugo qui espérait la naissance un jour de la Bibliothèque des États-Unis d'Europe.
En 2007, Gallica offre 350 000 titres. Aujourd'hui, elle atteint 3,5 millions de documents. Gallica donne accès à des documents extrêmement variés, livres, revues, presse, manuscrits, cartes, partitions, enregistrements sonores. Elle est en effet le reflet de la diversité des collections nationales. C'est aussi une bibliothèque collective qui donne accès à près de 450 000 documents de bibliothèques partenaires. Bibliothèques territoriales, universitaires, spécialisées, publiques ou privées. En quoi ce patrimoine est-il au service des citoyens dans toute leur variété? J'illustrerai mes propos avec une sélection de documents, notamment sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, celui de la laïcité. Gallica est au service de tous les publics, au service du grand public, notion difficilement qualifiable, mais qui regroupe les curieux, les amateurs, les érudits, au service aussi des chercheurs, des universitaires, des enseignants, des étudiants, des élèves, des animateurs, des médiateurs culturels. Elle est d'un accès libre et gratuit. Les textes imprimés sont consultables en mode image et en mode texte, ce qui permet une recherche au cœur des œuvres. J'ai tapé le thème laïcité, comme vous le voyez, dans cet ouvrage sur les opinions et discours de Jules Ferry. Ces documents sont réutilisables pour tout usage non commercial, qu'il s'agisse d'un usage privé, pédagogique ou professionnel, comme celui que peuvent en faire les bibliothèques. La BNF favorise pleinement, on peut passer à la diapo suivante, la BNF favorise pleinement la réutilisation, la dissémination, la réappropriation de ces ressources numériques et met à la disposition des gallicanautes des outils de partage, comme ici la sélection de documents que vous pouvez réutiliser dans vos propres documents numériques. Elle met ses collections à la disposition des autres bibliothèques numériques françaises et d'Europeana sur le principe de la coopération numérique et de l'interopérabilité des données. La laïcité est donc présente dans Europeana, cette laïcité qui en Europe est un objet politique mal identifié grâce à Gallica. Ce patrimoine est constitué pour les générations futures. Les données sont donc archivées de manière pérenne dans l'entrepôt numérique de la BNF. Gallica, sachez-le, est au service de tous ceux qui veulent éclairer le passé par le présent par le passé, pardon, donner de la profondeur historique et un arrière-plan culturel à l'information brute, décontextualisée et souvent tronquée. Je vais passer en revue un certain nombre de documents qui vont illustrer ce que peut offrir Gallica, des documents qui sont non seulement ceux de la BNF, mais qui sont aussi de ses bibliothèques, ceux de ses bibliothèques partenaires. Et vous verrez ici des documents de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour de cassation, du CEDIAS Musée social ou encore du Musée de la Résistance. Donc la République et la laïcité. J'ai sélectionné ce document exceptionnel qui est le projet de constitution de 1791, annoté par la main de Robespierre, qui est ici dans les collections de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a mis ce document à la disposition de la BNF et il est donc dans Gallica. Deuxième exemple, des collections très très précieuses qui sont les débats parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, enfin de la Chambre des députés à l'époque. Donc les débats parlementaires de la Troisième République, débats, feuilletons et impressions parlementaires. Ici, la loi sur les débats qui ont entouré la discussion donc, sur la loi de l'instruction publique, avec un discours exceptionnel, un discours contre cette loi, qui a été prononcé au Sénat le 10 juin 1881 par le duc de Broglie. Ce sont des lectures qui sont absolument passionnantes. Comment ces lois ont-elles été discutées au sein de la représentation nationale? Je vous recommande vivement cette lecture. C'est très très précieux aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. Deuxième exemple, bien évidemment,
la loi sur la séparation des églises et de l'État, ici en discussion à l'Assemblée nationale. Le 3 juillet 1905, nous avons Jean Jaurès derrière nous. Parmi les députés présents lors de cette discussion, Jean Jaurès, Marcel Samba. Donc, si cela vous intéresse, retournez voir ces débats parlementaires. Autre exemple, à la loi de 1905 toujours, mais ici, la dernière séance, le vote au Sénat, le 6 décembre 1905, et vous avez les résultats du scrutin. Je continue avec les exemples. Les grandes causes. Il est utile de retourner aux grandes causes qui ont été défendues par la République. La suppression de la peine de mort, avec l'ouvrage de Victor Schœlcher, et un document extrêmement émouvant, le manuscrit de Robert Badinter, de son discours en faveur de l'abolition de la peine de mort, qu'il a donné à la Bibliothèque nationale et qui a été numérisé. Comme vous le voyez, l'encre pâlit, elle est à peine lisible aujourd'hui. Il termine en disant « Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon cœur, je vous en remercie, Robert Badinter. » Autre grande cause, l'affaire Dreyfus. Dans Gallica, les lettres autographes, les manuscrits autographes de Zola, la lettre à Félix Faure, avec un petit peu plus loin la série des J'accuse. Autre lettre de Zola, celle qu'il a adressée au président Loubet et qu'il a dédiée à Mathieu Dreyfus. L'album du procès de Rennes, complet dans Gallica, donc le procès de 1899, et vous apercevez petit, debout, le capitaine Dreyfus. Et enfin, dernier document de l'affaire Dreyfus, c'est un fonds extrêmement riche à la Bibliothèque nationale, la voix d'Alfred Dreyfus, que je vous ferai écouter tout à la fin. Autre exemple, quel regard peut-on porter sur la société française? Un regard à travers la presse nationale. Plus de 30 titres de presse ont été numérisés par la BNF de leur origine à 1944. Regard aussi à travers l'image, que cette image soit des photographies ou des estampes, donc avec un classement par grande période historique, des cartes qui vous permettent de suivre l'évolution du territoire français, région par région et sur la durée. On continue. Et aussi une collection assez intéressante que nous appelons les archives de la parole, des enregistrements qui ont été réalisés au début du XXe siècle par Ferdinand Bruno dans les provinces françaises et qui restituent province après province donc les façons de parler de nos ancêtres. Guerre et résistance, pour terminer, la guerre de 14-18, donc les commémorations nous occupent depuis 2 ans, avec une iconographie extrêmement riche, mais aussi avec des documents qui témoignent de la vie des poilus dans les tranchées, d'exceptionnels journaux de tranchées, également des documents sonores, les discours d'hommes politiques, et vous pouvez entendre sur Gallica le discours de René Viviani du 4 août 1914, le discours de la déclaration de guerre. Et enfin, pour terminer, l'évocation de cette collection exceptionnelle aussi, qui est constituée par les journaux clandestins de la Résistance. Et j'ai sélectionné à gauche la revue Résistance, qui est celle du réseau du Musée de l'Homme. Donc ce patrimoine numérisé, riche, varié, profond, est au service des citoyens, mais il sera réellement le leur si les bibliothécaires et les enseignants s'investissent avec résolution dans l'accompagnement des publics, dans la médiation, sous toutes ses formes. Je cite Robert Darnton, grand 18e et directeur de la bibliothèque de Harvard, sensibilisé à l'offensive Google, qui dit «
L'avenir, quel qu'il puisse être, sera numérique. La bibliothèque pourrait passer pour la plus archaïque de toutes les institutions. Cependant, son passé augure bien de son avenir, car les bibliothèques ne furent jamais des entrepôts de livres, mais elles ont été et seront toujours des centres de savoir. Leur position au cœur du monde du savoir en fait des lieux idéalement adaptés pour servir d'intermédiation entre les modes de communication, imprimés et numériques, en faire des lieux de médiation. Il est un autre patrimoine numérique qui est au service des citoyens. Un patrimoine numérique constitué par la... Oh, j'ai oublié de vous présenter quelques revues récentes qui sont en Gallica aussi, puisque nous travaillons avec un certain nombre d'éditeurs à une cession de leurs droits, et donc ils nous permettent de numériser des numéros récents. Ici vous avez les études... Qu'est-ce que c'est? Le mouvement social, voilà, et la revue de la Fondation Jean Jaurès, et deux autres revues, La Pensée et Études sur la laïcité. Donc j'en viens à mon autre patrimoine numérique, qui sont les archives de l'Internet. C'est un patrimoine, lui aussi, au service des citoyens. Depuis les années 2000, grâce au dépôt légal de l'Internet, qui est le dernier dépôt légal institué en France en 2006, la BNF collecte et archive l'Internet français. Les sites en .fr ou les sites en .com ou .org, dont les auteurs sont domiciliés en France ou les contenus produits en France. Les collectes sont réalisées à l'aide de robots qui copient pages, images, animations, fichiers audio, fichiers vidéo. Les sites sont ensuite datés, indexés, pour être restitués dans leur contexte de publication originale, ce qui permet de naviguer dans les archives, comme sur l'Internet, en cliquant de lien en lien. Tous les sites, toutes les pages des sites ne peuvent être archivées, bien évidemment. Donc la BNF constitue la mémoire de l'Internet français en combinant deux modes d'archivage, des collectes larges qui permettent de constituer des échantillons représentatifs du web, elles sont réalisées une fois par an, des collectes ciblées qui portent sur une sélection de titres choisis en fonction de leurs termes ou de leur rapport à un événement. En 2015, les archives de l'Internet contiennent 26 milliards de fichiers. Certaines ressources remontent à 1996. Ces collections sont consultables à la BNF et dans un certain nombre de bibliothèques en province. Elles permettent de fixer la photographie du web et constituent un remède à la fugacité de l'information. Au sein de ces collections patrimoniales, des corpus présentent un grand intérêt qui révèlent des tendances de fond de notre société à qui veut l'observer du haut du web. Ce sont des sources inestimables pour la future recherche française. Sont ainsi conservés sur la durée grâce à la collecte large annuelle, par exemple, tous les sites officiels, ministères, administrations territoriales, universités, etc., la traçabilité républicaine, sont conservés grâce aux collectes ciblées. Je citerai les sites liés aux 14 campagnes électorales observées depuis 2002, présidentielles, législatives, etc. La web campagne domaine aujourd'hui la période qui précède les élections, ainsi qu'un certain nombre d'autres collectes dont je n'entrerai pas dans le détail. Nous avons collecté tout ce qui concerne les attentats de janvier 2015. On peut passer rapidement. Donc Charlie. Nous avons collecté aussi tout ce qui concerne les attentats de novembre. Nous collectons les sites du comité Laïcité République. Celui de l'Observatoire de la laïcité. Et d'autres sites, bien évidemment, sur la laïcité, extrêmement variés, qui constituent un réservoir pour les chercheurs de demain. En 2 diapos, l'engagement de la VNF en faveur de la laïcité. Vous pouvez faire défiler les diapos. Une exposition virtuelle qui est très complète, une exposition itinérante. Voilà.
De toute façon, ce sera à votre disposition. Merci beaucoup. Ah oui, la voix du capitaine. 2 minutes du capitaine Dreyfus, parce que c'est un moment d'émotion exceptionnel, enregistrement en 1912. De liberté, de justice et de solidarité sociale. Au début de l'affaire, en effet, ne s'agissait principalement de celui qui prit part que d'une question de justice et d'humanité. Mais à mesure que la lutte se poursuivait contre toutes les forces d'oppression coalisées, elle prenait une envergure insoupçonnée, qui n'a cessé de croire jusqu'à ce que la lumière puisse être complète, entraînant avec elle une transformation capitale dans les idées. Les découvertes se firent successivement, apportant chaque jour un élément nouveau, obligeant les esprits à réfléchir et à changer graduellement l'idée de beaucoup de questions dont on ne pourrait pas soucier autrement. Voilà, c'était le capitaine Dreyfus.